Comment s'est formée la ceinture d'astéroïdes ? Serait-ce les restes d'une planète qui s'est effondrée il y a des milliards d'années ? Située entre Mars et Jupiter, la ceinture d'astéroïdes est connue des astronomes comme l'une des plus grandes collections d'objets spatiaux du système solaire. Pour de nombreux scientifiques, elle présente un intérêt scientifique considérable. Contrairement à l'image populaire d'un flux sans fin de rochers géants, la ceinture d'astéroïdes est en grande partie vide. Les astéroïdes de la ceinture sont si rares qu'il est presque impossible d'en toucher un par accident. Néanmoins, des dizaines de milliers d'astéroïdes sont maintenant connus et leur nombre total dans la ceinture se chiffre en millions. Environ 240 d'entre eux mesurent plus de 100 km. La forte densité d'astéroïdes fait de la ceinture une zone très active où les collisions entre astéroïdes se produisent souvent. À la suite des collisions, ils se fendent, s'effritent ou se collent. C'est pour cette raison que le nombre d'astéroïdes change constamment. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer notre système solaire dans la mystérieuse ceinture d'astéroïdes. Comment est-elle apparue ? Quand a-t-elle été découverte ? Quels objets intéressants s'y trouvent ? Avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. La ceinture d'astéroïdes est une région du système solaire située entre les orbites de Mars et de Jupiter, occupée par un grand nombre de corps solides de forme irrégulière et de tailles diverses, beaucoup plus petits que les 8 planètes du système solaire. Ces petits corps sont appelés astéroïdes ou planètes mineures pour les plus gros spécimens. Cette région est aussi souvent nommée la ceinture principale d'astéroïdes, ou simplement la ceinture principale pour la distinguer des autres populations d'astéroïdes du système solaire, tels que les astéroïdes géocroiseurs et les astéroïdes troyens, et pour souligner sa différence avec d'autres régions similaires, comme la ceinture de Kuiper, qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune, ainsi que du nuage d'Oort et des amas d'objets du disque dispersé. L'expression ceinture d'astéroïdes est entrée en usage au début des années 1850 grâce à Alexander von Humboldt, qui a utilisé ce terme dans son livre Cosmos, essai d'une description physique du monde. Vu son emplacement dans le système solaire, la ceinture d'astéroïdes sert de frontière entre les planètes rocheuses intérieures et les planètes géantes extérieures. Il est curieux de constater que même si le terme astéroïde a plus de 200 ans, il n'a pas encore été formellement défini par l'Union astronomique internationale ou toute autre organisation scientifique. Auparavant, le terme planète mineure était utilisé comme synonyme du mot astéroïde. Cependant, après que l'Union astronomique internationale a défini pour la première fois le terme planète en 2006, le terme planète mineure a été retiré officiellement et il a été remplacé par la catégorie des petits corps du système solaire qui regroupe tous les corps de forme irrégulière qui tournent autour du Soleil et qui ne sont pas des planètes naines ou leurs lunes. Lors de l'Assemblée de l'Union astronomique internationale de 2006, un autre événement important a eu lieu. Cérès a été reclassé comme planète naine. Ainsi, d'un point de vue formel, le plus gros astéroïde du système solaire est devenu Vesta. Bien que le mot astéroïde n'ait toujours pas de définition officielle en astronomie, il désigne généralement les petits corps du système solaire qui ne sont pas des comètes, c'est-à-dire qu'ils ne présentent pas d'activité cométaire sous forme de coma et de formation de queue. Mais une nuance importante est à prendre en considération. De nombreuses comètes ont depuis longtemps perdu leurs réserves de substances volatiles. Il est donc assez difficile de les distinguer des astéroïdes. Souvent, ces comètes brûlées donnent des orbites plus allongées, mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe plusieurs options pour classer les astéroïdes. Selon les caractéristiques orbitales, ils sont combinés en groupes et en familles.
Habituellement, le groupe porte le nom du premier astéroïde découvert sur une orbite donnée. Les groupes sont des formations relativement lâches, tandis que les familles sont plus denses, résultant de la destruction de gros astéroïdes en raison de leur collision avec d'autres objets. Un autre critère peut être utilisé pour classer les astéroïdes. Celui basé sur leur composition chimique et leurs caractéristiques de surface réfléchissante ou albédo. Dans la forme la plus simplifiée, on distingue 3 grands types d'astéroïdes. Les carbonés, qui ont une surface très sombre, les silicatés et les métallisés. Les 2 premières catégories représentent environ respectivement 75% et 17% du nombre total de tous les astéroïdes connus. Depuis peu, les astéroïdes ont leur propre fête internationale. En 2016, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 30 juin Journée internationale des astéroïdes. La date n'a pas été choisie par hasard. Le 30 juin 1908, un corps céleste a explosé au-dessus de la Sibérie. Cet incident, connu sous le nom de l'événement de la Tunguska, fait encore objet de débats scientifiques relatifs à la nature de cet objet céleste. Aujourd'hui, lors de cette journée internationale, des événements sont organisés dans le monde entier pour informer le public sur le danger des astéroïdes et les méthodes possibles pour empêcher les collisions d'astéroïdes avec la Terre. La moitié de la masse d'astéroïdes de la ceinture appartient à 4 objets: Cérès, Vesta, Pallas et Hygiée. La masse totale de la ceinture d'astéroïdes est d'environ 4% de celle de la Lune. Cérès est le seul objet de la ceinture d'astéroïdes suffisamment grand pour être classé comme une planète naine. Il a un diamètre d'environ 950 km, tandis que Vesta, Pallas et Hygiée ont un diamètre moyen inférieur à 600 km. La majorité des autres corps sont de la taille d'une particule de poussière. Plus de 200 astéroïdes sont connus pour dépasser les 100 km, et une étude aux longueurs d'onde infrarouge a montré que la ceinture d'astéroïdes contient entre 700 000 et 1,7 million d'astéroïdes d'un diamètre de 1 km ou plus. La température de la ceinture d'astéroïdes dépend de la distance de ces objets par rapport au Soleil. Pour les particules de poussière à l'intérieur de la bande, les températures typiques varient de -73 degrés Celsius à 2,2 unités astronomiques à jusqu'à -108 degrés à 3,2 unités astronomiques. Cependant, en raison de la rotation, la température de surface d'un astéroïde peut changer par le rayonnement solaire. La plupart des astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes ont une excentricité orbitale inférieure à 0,4 et une inclinaison inférieure à 30 degrés. La distribution orbitale des astéroïdes culmine à une excentricité d'environ 0,07 et une inclinaison inférieure à 4 degrés. Ainsi, bien qu'un astéroïde typique ait une orbite relativement circulaire et se trouve dans le plan de l'écliptique, certaines orbites d'astéroïdes peuvent être très excentriques ou s'étendre bien au-delà du plan de l'écliptique. Parfois, le terme de ceinture principale n'est utilisé que pour désigner la région centrale la plus compacte. Ainsi, les limites se situent donc entre les forts écarts de Kirkwood, entre 2,06 et 3,27 unités astronomiques, et à des excentricités orbitales inférieures à environ 0,33, ainsi qu'à des inclinaisons orbitales inférieures à environ 20 degrés. En 2006, cette région centrale représente 93% des objets mineurs découverts et numérotés du système solaire. La base de données astronomiques qui répertorie les petits corps du système solaire JPL Small Body mentionne plus de 700 000 astéroïdes connus de la ceinture principale. La distribution des astéroïdes en fonction du demi-grand axe de leurs orbites n'est pas aléatoire,
car elles présentent des discontinuités appelées lacunes de Kirkwood. Ce sont des zones de la ceinture dépourvues d'astéroïdes. En effet, l'orbite des astéroïdes présents dans ces zones n'est pas stable sur de longues périodes à cause des effets de résonance orbitale avec Jupiter. Le demi-grand axe d'un astéroïde sert à décrire leurs périodes orbitales autour du Soleil et sa valeur détermine leur évolution. En 1866, Daniel Kirkwood a annoncé la découverte de lacunes dans les distances des corps en orbite par rapport au Soleil. Ces dernières se situent dans des endroits où leur période de révolution autour du Soleil faisait partie intégrante de la période orbitale de Jupiter. Lorsque la période orbitale moyenne de l'astéroïde est une période orbitale partielle de Jupiter, une résonance de mouvement moyen avec la géante gazeuse est créée, suffisante pour amener l'astéroïde dans de nouveaux éléments orbitaux. De ce fait, les orbites se déplacent progressivement vers différentes orbites aléatoires avec un demi-axe plus grand ou plus petit, soit initialement à cause du mouvement de l'orbite de Jupiter, soit à cause de perturbations ou de collisions préliminaires. La région centrale de la ceinture d'astéroïdes est parfois subdivisée en 3 zones, basées sur les lacunes de Kirkwood les plus importantes. La zone 1 s'étend de la résonance 4/1 à la résonance 3/1, c'est-à-dire de 2,06 à 2,5 unités astronomiques. La zone 2 part de la fin de la zone 1 jusqu'à la résonance 5,5, c'est-à-dire vers 2,82 unités astronomiques. La zone 3 commence à la limite externe de la zone 2 jusqu'à la lacune de la résonance 2/1 qui correspond à 3,28 unités astronomiques. La forte population de la ceinture d'astéroïdes crée un environnement très actif où les collisions d'astéroïdes se produisent fréquemment, sur des échelles de temps astronomiques. Une collision entre les principaux corps de la ceinture d'un rayon moyen de 10 km devrait se produire environ une fois toutes les 10 millions d'années. La collision peut briser l'astéroïde en plusieurs morceaux plus petits, conduisant à la formation d'une nouvelle famille d'astéroïdes. Inversement, des collisions se produisant à de faibles vitesses peuvent au contraire relier 2 astéroïdes. De ce fait, dans plusieurs centaines de millions d'années, la ceinture d'astéroïdes ne ressemblera plus à celle que nous connaissons aujourd'hui. Outre les corps d'astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes contient également des bandes de poussière dont la taille des particules peut atteindre plusieurs centaines de micromètres. Ce matériau se forme, au moins en partie, à la suite de collisions entre les astéroïdes et de collisions de micrométéorites avec des astéroïdes. En raison de l'effet de Poynting-Robertson, la pression du rayonnement solaire provoque une lente spirale de cette poussière vers le Soleil. La combinaison de cette fine poussière d'astéroïdes avec le matériau cométaire éjecté produit la lumière zodiacale. Cette faible lueur peut être perçue la nuit dans la direction du Soleil, le long du plan de l'écliptique. Les particules d'astéroïdes émettant de la lumière zodiacale visible ont un rayon moyen d'environ 40 micromètres. La durée de vie typique des particules dans les principaux nuages zodiacaux de la ceinture est d'environ 700 000 ans. Ainsi, afin de maintenir la poussière, de nouvelles particules doivent être constamment produites à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes. On pensait autrefois que les collisions d'astéroïdes étaient la principale composante de la lumière zodiacale. Cependant, des simulations informatiques ont attribué 85% de la poussière légère zodiacale à des fragments de comètes de la famille de Jupiter, plutôt qu'aux comètes et aux collisions entre les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes sont classés en fonction de leur spectre, dont la plupart se répartissent en 3 groupes principaux. Les astéroïdes de type C ou carboné, les astéroïdes de type S riches ou silicatés et les astéroïdes de type M ou métalliques. Les astéroïdes de type C ou carboné sont, comme leur nom l'indique, riches en carbone.
Ils dominent les régions extérieures de la ceinture d'astéroïdes. Ensemble, ils représentent plus de 75% des astéroïdes visibles. Ils sont plus rouges que les autres astéroïdes et ont un albédo très faible. Leur albédo varie de 0,03 à 0,1, ce qui signifie qu'ils ne reflètent que de 3 à 10% de la lumière incidente. De ce fait, les astéroïdes de classe C sont difficiles à détecter. Donc en réalité, leur part dans la ceinture principale peut être nettement supérieure à 75%. Leur composition de surface est similaire à celle des météorites à chondrites carbonées. En composition chimique, leurs spectres correspondent à la composition originale du système solaire primitif avec la disparition des seuls éléments plus légers et volatiles. En plus du carbone, ces corps célestes contiennent de l'eau. Ils peuvent donc être détectés à l'aide d'observations dans le domaine infrarouge. Le plus gros astéroïde de cette classe est Iji, dont le diamètre est estimé à 434 km. Les astéroïdes de type S, riches en silicates, c'est-à-dire de roches ordinaires, sont plus fréquents dans la région intérieure de la ceinture, à moins de 2,5 unités astronomiques du Soleil. Les spectres de leur surface montrent la présence de silicates et de certains métaux, mais ne contiennent pas de composés carbonés significatifs. Cela indique que leurs matériaux ont été considérablement modifiés par rapport à leur composition d'origine, probablement par fusion et transformation. Ils ont un albédo relativement élevé qui varie entre 0,1 et 0,22. Cette catégorie représente environ 17% de la population totale d'astéroïdes. Les astéroïdes de type M, riches en métaux, représentent environ 8% de la population totale. Ils sont majoritairement situés au centre de la ceinture principale. Leur spectre ressemble à ceux du fer, nickel. On pense que certains d'entre eux se sont formés à partir des noyaux métalliques de corps primitifs différenciés et détruits par la collision. L'albédo des astéroïdes métalliques est compris entre 0,1 et 0,19, c'est-à-dire qu'ils ont une réflectivité modérée. Il convient de noter que les scientifiques ne sont pas sûrs que les astéroïdes métalliques soient constitués de métaux, car ils sont trop fins. Cela signifie que soit les astéroïdes de classe M ont une composition similaire aux astéroïdes des autres classes, soit il existe de nombreuses cavités dans leur structure interne. Cependant, il existe également des composés de silicates qui peuvent avoir un aspect similaire. Par exemple, le grand astéroïde de type M, 22 Calliope, ne semble pas être composé principalement de métal. Au sein de la ceinture d'astéroïdes, la distribution des astéroïdes de type M culmine au niveau du demi-grand axe autour de 2,7 unités astronomiques. Il n'est pas encore clair si tous les types M ont une composition similaire ou s'il s'agit d'une étiquette pour plusieurs variétés qui ne rentrent pas dans les principales classes C et S. Il existe aussi d'autres classes plus rares, classes B, E, P, A, D, etc. Parfois, un astéroïde ne peut pas être strictement affecté à une classe unique. Il est alors considéré comme étant de type mixte, ce qui est indiqué par deux lettres, par exemple C, G. L'un des mystères de la ceinture d'astéroïdes est la relative rareté des astéroïdes de type V qui présentent les propriétés des chondrites basaltiques. Les théories de la formation d'astéroïdes prédisent que les objets de la taille de Vesta, ou plus, devraient former des croûtes et des manteaux qui seront composés principalement de roches basaltiques, ce qui fait que plus de la moitié de tous les astéroïdes devraient être composés de basalte ou d'olivine. Pourtant, les observations montrent que 99% du matériau basaltique prévu est manquant. Jusqu'en 2001, on pensait que la plupart des corps basaltiques trouvés dans la ceinture d'astéroïdes provenaient de l'astéroïde de Vesta, d'où le nom de type V.
Cependant, la découverte de l'astéroïde 1459 Mania en 1937 a montré que la composition chimique est quelque peu différente des autres astéroïdes basaltiques découverts jusque-là. Cette hypothèse a été renforcée par la nouvelle découverte en 2007 de 2 astéroïdes dans la ceinture extérieure, 7472 Kumakiri en 1992 et 10537 1991 RY16 en 1991 avec des compositions basaltiques différentes qui ne pouvaient pas provenir de Vesta. Ces 2 derniers sont les seuls astéroïdes de type V trouvés dans la ceinture extérieure à ce jour. La plupart des astéroïdes sont de taille relativement petite. Au total, environ 30 astéroïdes d'un diamètre de plus de 200 km ont été découverts. Les plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes sont Cérès, avec 946 km de diamètre, Vesta, avec 525 km de diamètre, Pallas, avec 513 km de diamètre, et l'astéroïde Iji, avec un diamètre de 434 km. Ces 4 corps célestes représentent environ la moitié de la masse de toute la ceinture principale. Avec Cérès considéré comme une planète naine, Vesta est ainsi le plus gros astéroïde de la ceinture principale. Par ailleurs, Cérès est le seul corps de la ceinture d'astéroïdes suffisamment grand pour conserver une forme sphérique. La plupart des astéroïdes présentent l'aspect d'une pomme de terre, bien que certains d'entre eux prennent une forme plus inhabituelle. C'est le cas de l'astéroïde 216 Cléopâtre, ressemblant à un os de chien. Contrairement à sa représentation dans les films de science-fiction, la ceinture d'astéroïdes est assez spacieuse. Elle est si vaste que la distance moyenne entre 2 astéroïdes est d'environ 1 million de kilomètres. Ainsi, la probabilité qu'un vaisseau spatial entre en collision avec un astéroïde est pratiquement nulle. Les matériaux de la ceinture sont si bien répartis que de nombreuses sondes spatiales autopilotées ont traversé cette dernière sans incident. Cependant, des collisions entre les gros astéroïdes existent et peuvent conduire à la formation d'une famille d'astéroïdes dont les membres ont des caractéristiques orbitales et une composition différente. En plus, les astéroïdes de la ceinture principale sont inégalement répartis. Il existe des zones dans lesquelles ils sont pratiquement absents. Ces zones, appelées lacunes de Kirkwood, sont débarrassées des astéroïdes par l'influence gravitationnelle de Jupiter. Par ailleurs, quelques corps banals dans la ceinture extérieure montrent une activité cométaire. Comme leurs orbites ne peuvent pas être expliquées par la capture de comètes classiques, on pense que de nombreux astéroïdes extérieurs peuvent être glacés, se sublimant parfois en raison de petits impacts. La ceinture d'astéroïdes a été découverte progressivement au cours du XIXe siècle. Cependant, la zone située entre Mars et Jupiter a attiré l'attention des astronomes bien avant cela, avec l'objectif d'y chercher une planète. L'astronome allemand Johannes Kepler a remarqué en 1596 des déviations dans les orbites de Mars et de Jupiter. Il a pensé qu'il y avait trop d'écart dans ces orbites et il a expliqué cela par la présence d'une planète dans cette région. Aujourd'hui, les scientifiques expliquent ces déviations résultant de la gravité des astéroïdes. En 1766, un autre astrophysicien allemand, Johann Daniel Titius, remarqua un modèle apparent dans l'arrangement des planètes. Il trouva une formule selon laquelle il était possible de calculer la position approximative de toutes les planètes du système solaire. Le principe de cette formule était que la distance ordinale des planètes par rapport au Soleil augmente de façon exponentielle selon l'hypothèse suivante. En comptant à partir du centre du système solaire, chaque planète suivante sera située environ 2 fois plus loin que la planète qui la précède. Selon cette hypothèse, connue aujourd'hui sous le nom de la loi de Titius-Bode, il devait y avoir une planète encore inconnue entre les orbites de Mars,
et de Jupiter. En 1781, lorsque William Herschel a découvert Uranus, l'orbite de la planète était presque exactement la bonne selon la loi de Titius-Bode, ce qui a convaincu de nombreux scientifiques de la véracité de la loi de la distance interplanétaire et ce qui a amené les astronomes à conclure qu'il devait y avoir une planète entre les orbites de Mars et de Jupiter. C'est le 1er janvier 1801 que l'astronome italien Giuseppe Piazzi découvrit le premier astéroïde, Cérès, dans cette région du système solaire. Ensuite, d'autres découvertes se sont succédées. À partir de cette découverte, les scientifiques ont cru que Cérès était la fameuse planète perdue. Rapidement, d'autres objets similaires ont été découverts dans la même région du système solaire. Alors que les scientifiques découvraient de plus en plus de corps célestes entre Mars et Jupiter à un rythme croissant, il devint de plus en plus difficile de les compter parmi les planètes. C'est ainsi que ces corps ont été retirés de la liste des planètes et que le choix de nomenclature de Herschel, c'est-à-dire les astéroïdes, est progressivement entré en vigueur. Un fait intéressant a mis la loi de Titius-Bode en échec. Lorsque Neptune a été découverte en 1846, il s'est avéré que son emplacement ne correspondait pas aux prédictions de Titius. Apparemment, la loi de Titius-Bode n'est rien de plus qu'un hasard mathématique, et pas du tout une loi physique. À ce jour, il n'y a aucune explication scientifique à cette loi, et selon les astronomes, il s'agit d'une coïncidence. En 1868, une centaine d'astéroïdes ont été découverts et une astrophotographie de l'astronome allemand Max Wolf a été réalisée plus tard. Au total, 1000 astéroïdes ont été découverts en 1921, 10 000 en 1981 et 100 000 en 2000. Les systèmes modernes d'exploration des astéroïdes utilisent actuellement des moyens automatisés pour découvrir de nouveaux astéroïdes et de planètes mineures en nombre toujours croissant. La ceinture d'astéroïdes a suscité l'intérêt des scientifiques non seulement au cours des siècles passés, mais aussi ces dernières années. Depuis les années 1970, plusieurs engins spatiaux ont pu atteindre la ceinture d'astéroïdes et étudier ces objets. La première réalisation de la technologie moderne dans le domaine de l'étude de cet amas d'objets célestes a été le vol de la sonde spatiale américaine Pioneer 10, conçue pour étudier Jupiter, qui pénétra dans la région le 16 juillet 1972. Cet engin a été le premier à traverser la ceinture d'astéroïdes. Depuis lors, 9 autres engins spatiaux ont traversé la ceinture. On craignait à l'époque que des débris dans la ceinture puissent constituer un danger pour un vaisseau spatial. Mais 12 vaisseaux spatiaux l'ont depuis traversé sans incident. Les vaisseaux Pioneer 11, Voyager 1 et 2 et Ulysse ont traversé la ceinture sans obtenir d'image d'astéroïdes. D'autres missions, notamment Galileo, Near Shoemaker, Cassini, New Horizons, Rosetta, ont photographié quelques astéroïdes. La sonde spatiale Galileo a été le premier engin spatial à prendre des photos d'astéroïdes. Elle a étudié les astéroïdes de type S, 951 Gaspra en 1991 et 243 Ida en 1993. Et il a découvert pour la première fois une lune astéroïdale de 1,4 km de diamètre qui orbite autour de l'astéroïde 243 Ida. La sonde spatiale Near Shoemaker a été lancée en 1996 et en février 2000, elle est entrée sur l'orbite de l'astéroïde 433 Eros. Ainsi, il a été possible d'étudier en détail sa composition chimique ainsi que de construire un modèle tridimensionnel d'un corps céleste. En 2001, la sonde s'est posée sur Eros et a exploré pendant 2 semaines son sol, jusqu'à 10 cm de profondeur. Une fois ces images obtenues, la NASA a décidé que tout vaisseau spatial qui volait à proximité de la ceinture d'astéroïdes devrait essayer de prendre des photos de ces objets. En 2003, la sonde japonaise Hayabusa a été lancée. Elle a exploré l'astéroïde 25143 Itokawa et l'appareil a pu collecter des échantillons de sol de cet astéroïde et les envoyer sur Terre. La mission Dawn
a été la première à visiter les astéroïdes Vesta en 2011 et Ceres en 2015. Grâce à cette mission, près de 69 000 photographies de ces astéroïdes et de nombreuses autres données ont été obtenues. Par ailleurs, en route vers Jupiter, le vaisseau spatial Juno a traversé la ceinture d'astéroïdes sans recueillir de données scientifiques. En raison de la faible densité de matériaux dans la ceinture, le risque qu'une sonde entre en collision avec un astéroïde est maintenant estimé à moins de 1 sur 1 milliard. La plupart des clichés des astéroïdes de la ceinture ont été obtenus à partir d'un bref survol par des sondes dirigées vers d'autres cibles. Seules les missions Dawn, Near Shoemaker et Hayabusa ont étudié les astéroïdes pendant de longues périodes en orbite et en surface. Le lancement du vaisseau spatial Psyche de la NASA est prévu en octobre 2023. Il doit partir à la découverte de l'astéroïde 16 Psyche. Les scientifiques suggèrent que cet astéroïde est composé d'un noyau de fer, de nickel et d'or. Au départ, les scientifiques pensaient que la ceinture d'astéroïdes s'était formée à la suite de la destruction d'une grande planète hypothétique qui, conformément à la loi de Titius-Bode, aurait dû être en orbite entre Mars et Jupiter. La planète a été nommée Phaéton, d'après le fils de l'ancien dieu solaire grec Hélios. Cependant, les calculs simulant le processus de destruction de Phaéton n'ont pas confirmé cette hypothèse. Il convient de noter que de nombreux astrophysiciens du monde entier ont soutenu l'hypothèse de la planète effondrée jusqu'à la fin du XXe siècle. En fait, la quantité d'énergie nécessaire pour détruire une planète, associée à la masse combinée de la ceinture d'astéroïdes, qui ne représente qu'environ 4% de la masse de notre Lune, ainsi que les principales différences chimiques entre les astéroïdes, ne supportent pas cette hypothèse. En 2018, une étude menée par des scientifiques de l'Université de Floride a révélé que la ceinture d'astéroïdes avait été créée à partir des restes de plusieurs protoplanètes et non d'une seule planète. Cette recherche soutient l'hypothèse que la ceinture d'astéroïdes s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années à partir de la nébuleuse solaire primordiale, par de petits amas de poussière cosmique appelés des planétésimaux. Les plus petits précurseurs de protoplanètes qui se sont formés au cours du processus d'accrétion. Durant plusieurs millions d'années, le processus d'accrétion a fait que de petites particules se sont collées entre elles et ont progressivement augmenté de taille. Lorsque les amas atteignaient une masse suffisante, ils pouvaient attirer des corps par attraction gravitationnelle et devenir des planétésimaux. Certains de ces corps planétésimaux sont finalement devenus les planètes que nous connaissons aujourd'hui. À l'aube de la formation de la ceinture d'astéroïdes, les planétésimaux étaient trop perturbés par la gravité de Jupiter pour former une planète. Au lieu de cela, ils ont continué à orbiter autour du Soleil, comme auparavant, se heurtant de temps à autre. Dans les régions où le taux d'impact moyen était élevé, la destruction des planétésimaux avait tendance à l'emporter sur l'accrétion, empêchant la formation de corps de la taille d'une planète. En fait, les résonances orbitales étaient activées lorsque la période d'un objet dans la ceinture faisait partie intégrante de la période orbitale de Jupiter, plaçant l'objet sur une orbite différente. La région située entre les orbites de Mars et de Jupiter créait bon nombre de ces résonances orbitales. Ainsi, les orbites des astéroïdes sont violemment perturbées chaque fois que leur période de révolution autour du Soleil forme une résonance orbitale avec Jupiter. À ces distances orbitales, une lacune de Kirkwood se produit lorsqu'il se déplace vers d'autres orbites. Rappelons que la lacune de Kirkwood représente l'écart dans la distribution des demi-grands axes ou des périodes orbitales des orbites des astéroïdes de la ceinture principale. Ils correspondent aux emplacements des résonances orbitales avec Jupiter. Dans la région du système solaire entre Mars et Jupiter, les perturbations gravitationnelles de Jupiter ont doté les planétésimaux d'une trop grande énergie orbitale pour qu'elles puissent être captées et agglomérées pour former une planète, excitant dynamiquement ces corps et augmentant leur vitesse les uns par rapport aux autres. Les collisions sont devenues trop violentes,
Et au lieu de fusionner, les planétésimaux et la plupart des protoplanètes ont été réduits en petits morceaux. Au début de l'existence de la Terre, les astéroïdes ont subi une fonte dans une certaine mesure. Certains astéroïdes peuvent même avoir connu des périodes de volcanisme explosif et avoir émis du magma. Néanmoins, en raison de leur taille relativement petite, la période de fusion était nécessairement courte par rapport à des planètes beaucoup plus grandes et se terminait généralement dans les premières dizaines de millions d'années de la formation du système solaire. En août 2007, l'étude des cristaux de zircon dans une météorite antarctique, censée provenir de Vesta, a montré que celle-ci, et par extension le reste de la ceinture, s'était formée assez rapidement dans les 10 millions d'années après la formation du système solaire. On pense que la ceinture d'astéroïdes actuelle ne contient qu'une petite fraction de la masse de la ceinture d'origine. Des simulations informatiques suggèrent que la ceinture d'astéroïdes primaire aurait pu avoir une masse équivalente à celle de la Terre. Principalement à cause de perturbations gravitationnelles, la majeure partie du matériau a été éjectée de la ceinture au cours du premier million d'années de sa formation, laissant moins de 0,1% de sa masse d'origine. En conséquence, 99,9% de la masse d'origine de la ceinture d'astéroïdes ont été perdus au cours des premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. Certains des fragments se sont retrouvés dans le système solaire interne, entraînant des impacts de météorites sur les planètes internes. Depuis la formation de la ceinture, la taille des astéroïdes est restée relativement stable. Ils n'ont pas connu d'augmentation ou de diminution significative. Depuis la formation de la ceinture, la taille des astéroïdes est restée relativement stable. Ils n'ont pas connu d'augmentation ou de diminution significative. La résonance orbitale 4/1 avec Jupiter à 2,06 unités astronomiques du Soleil peut être considérée comme la limite intérieure de la ceinture d'astéroïdes. Les perturbations de Jupiter y envoient des corps déviants sur des orbites instables. La plupart des corps formés dans le rayon de cet espace ont été capturés par Mars, qui a un aphélie de 1,67 unités astronomiques, ou rejetés par ces perturbations gravitationnelles au début de l'histoire du système solaire. Lorsque la ceinture d'astéroïdes s'est formée pour la première fois, la température à une distance de 2,7 unités astronomiques du Soleil formait une ligne de neige sous le point de congélation de l'eau. Par conséquent, les planétésimaux formés en dehors de ce rayon étaient capables d'accumuler de la glace. En 2006, un groupe de chercheurs a rapporté qu'une population de comètes avait été découverte dans la ceinture d'astéroïdes au-delà de la ligne des glaces, qui pourrait avoir fourni de l'eau aux océans de la Terre. Selon certains modèles, le dégazage de l'eau lors de la formation de la Terre n'était pas suffisant pour former les océans. Une source externe comme le bombardement cométaire aurait été nécessaire. Les scientifiques ont attiré l'attention sur l'hétérogénéité de la composition de la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes de type silicate, similaires dans leurs propriétés et leur composition aux planètes terrestres, sont situés dans l'anneau intérieur, et les astéroïdes de type carbone, au contraire, se rapprochant de la composition planète géante, se trouvent dans l'anneau extérieur. Selon les astrophysiciens, cela peut indiquer que les astéroïdes se sont formés sous forme de débris lors de la genèse des autres planètes, après quoi ils ont été projetés dans la région située entre Mars et Jupiter, où ils se trouvent actuellement. Pour confirmer l'hypothèse proposée, les scientifiques ont simulé le processus de formation d'une planète à partir d'un disque de gaz et de poussière et ont vérifié la possibilité de la formation d'une planète à partir de débris qui migrent vers les planètes géantes et qui se concentrent dans une certaine zone. La formation de chacune des 4 planètes a été modélisée séparément en tenant compte de l'influence gravitationnelle de Jupiter et de Saturne avec la résonance orbitale correspondante.
En rassemblant toutes les données, les scientifiques ont reçu des informations sur la distribution possible des astéroïdes silicatés. Et après avoir étudié en plus le mécanisme de croissance des géantes gazeuses, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que l'accrétion de gaz pouvait entraîner une déstabilisation de leurs orbites et l'éjection ultérieure d'astéroïdes de type carbone dans une région plus proche du Soleil. Sur la base des données obtenues, les scientifiques ont estimé l'inclinaison et l'excentricité des orbites des fragments résultants et sont parvenus à la conclusion que le mécanisme qu'ils proposaient pouvait effectivement conduire à la formation de la ceinture d'astéroïdes dans sa forme moderne. Ainsi, très probablement, la ceinture d'astéroïdes s'est immédiatement formée sous sa forme actuelle, plutôt clairsemée avec une petite masse et une distribution de composition hétérogène. La capacité de simuler le processus de formation des planètes conduit à l'émergence de nouvelles hypothèses sur l'origine des objets dans le système solaire. Ainsi, les scientifiques ont récemment proposé un nouveau scénario pour la formation de Mars, qui s'est probablement formé juste à l'emplacement actuel de la ceinture d'astéroïdes. Aujourd'hui, les scientifiques savent bien que la ceinture d'astéroïdes n'est en aucun cas une planète brisée, mais qu'elle s'est formée à partir des restes de la matière protoplanétaire apparue à l'origine du système solaire. Cérès est le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes principale qui se situe entre les orbites de Mars et de Jupiter. Avec un diamètre de 946 km, Cérès est à la fois le plus grand des astéroïdes et la seule planète naine dans la ceinture d'astéroïdes. Cérès a été le premier astéroïde découvert par Giuseppe Piazzi à l'Observatoire astronomique de Palerme le 1er janvier 1801. On pensait à l'origine qu'il s'agissait d'une planète, mais elle a été reclassée en tant qu'astéroïde dans les années 1850, après la découverte de nombreux autres objets sur des orbites similaires. L'Union astronomique internationale a décidé en 2006 de classer Cérès comme une planète naine, parallèlement à son statut principal d'astéroïde. Cérès est une protoplanète survivante, une sorte d'embryon planétaire formé il y a 4,56 milliards d'années, la seule conservée dans le système solaire interne, tandis que les autres ont soit fusionné pour former des planètes telluriques, soit brisé ou ont été éjectées du système solaire par Jupiter. Cérès s'est formé comme un centaure, un petit corps du système solaire avec soit un périhélie, soit un demi-grand axe entre ceux des planètes extérieures, très probablement entre les orbites de Jupiter et de Saturne, et a été dispersé dans la ceinture d'astéroïdes quand Jupiter a migré légèrement vers l'intérieur du système solaire. Cérès suit une orbite entre Mars et Jupiter, à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes et plus proche de l'orbite de Mars, avec une période orbitale de 4,6 années terrestres. Cérès est en résonance orbitale de mouvement moyen, proche de 1/1, avec l'astéroïde Pallas. Mais une réelle résonance entre eux est peu probable. En raison de leur petite masse par rapport aux grandes distances entre les astéroïdes, de telles relations sont très rares. La période de rotation de Cérès est de 9 heures et 4 minutes. Il a une inclinaison axiale de 4 degrés. C'est suffisamment faible pour que les régions polaires de Cérès contiennent des cratères ombragés en permanence, qui devraient agir comme des pièges à froid et accumuler de la glace d'eau au fil du temps, comme sur la Lune et Mercure. Cérès est le seul objet de la ceinture d'astéroïdes qui est entouré par sa propre gravité. Bien que Vesta et peut-être d'autres astéroïdes l'aient été dans le passé. Même à luminosité maximale, il est trop faible pour être vu à l'œil nu, sauf sous un ciel extrêmement sombre. Cérès a été classé comme astéroïde de type C et, en raison de la présence de minéraux argileux, comme astéroïde de type G. Cérès représente environ un tiers de la masse totale estimée de la ceinture d'astéroïdes, soit 1,3% de la masse de la Lune. Sa superficie est à peu près la même que celle de l'Inde. La modélisation a montré que Cérès avait peut-être un petit noyau métallique en raison de la différenciation partielle de sa fraction pierreuse.
La surface de Cérès est homogène et riche en carbonate et en phyllosilicates ammoniacaux altérés par l'eau. L'océan d'eau, dont on pense qu'il a existé au début de l'histoire de Cérès, a dû laisser une couche de glace sous la surface lorsqu'il a gelé. Le fait que la sonde spatiale Dawn n'ait trouvé aucune preuve d'une telle couche suggère que la croûte originale de Cérès a été au moins partiellement érodée par des impacts ultérieurs, mélangeant soigneusement la glace avec des sels et des matériaux de fond marin anciens, riches en silicates et des matériaux en dessous. La surface de Cérès est suffisamment chaude pour que la glace de surface se sublime. Le matériau de sublimation pourrait expliquer la surface sombre de Cérès par rapport aux lunes glacées du système solaire externe. Les études du télescope spatial Hubble indiquent que du graphite, du soufre et du dioxyde de soufre sont présents à la surface de Cérès. Le premier est évidemment le résultat de l'altération cosmique des anciennes surfaces de Cérès. Les deux derniers sont volatiles et devraient soit s'échapper rapidement, soit se déposer dans les pièges à froid et sont apparemment associés à des zones d'activité géologique récentes. Les scientifiques ont identifié 22 anciens cryovolcans sur Cérès, d'une largeur de 16 à 86 km et d'une hauteur de 1,1 à 4,4 km. Des cryovolcans se forment environ une fois tous les 50 millions d'années. En août 2020, la NASA a confirmé que Cérès est un corps riche en eau avec un réservoir profond de saumure qui fuite à la surface à divers endroits, provoquant des points lumineux. Il y a des indications selon lesquelles Cérès aurait une fine atmosphère de vapeur d'eau émanant de la glace d'eau à la surface, ce qui en ferait un astéroïde actif. La glace d'eau de surface est instable à des distances inférieures à 5 unités astronomiques du Soleil. Elle devrait donc se transformer en vapeur si elle est exposée au rayonnement solaire direct. La glace d'eau peut migrer des couches profondes de Cérès vers la surface, mais elle s'évaporera alors en très peu de temps. Le 22 janvier 2014, les scientifiques de l'ESA ont signalé pour la première fois la découverte de plusieurs sources de vapeur d'eau aux latitudes moyennes. L'exploration a été réalisée en utilisant l'observatoire spatial Herschel. C'était inattendu, car les gros corps de la ceinture d'astéroïdes n'émettent normalement pas de vapeur, ce qui est une caractéristique des comètes. Les mécanismes possibles de dégagement de vapeur sont la sublimation à partir de la glace exposée à la surface ou les éruptions cryovolcaniques résultant de la chaleur interne ou de l'augmentation de la pression dans les couches souterraines de l'océan due à la croissance des couches sous-jacentes de glace. En 2017, Dawn a confirmé que Cérès a une atmosphère transitoire qui semble être liée à l'activité solaire. La glace sur Cérès peut se sublimer lorsque des particules énergétiques du Soleil frappent la glace à l'intérieur des cratères. Bien que l'hypothèse d'un foyer microbien potentiel pour la vie extraterrestre ne soit pas autant discutée que pour Mars, Europe, Encelade ou Titan, il existe des preuves que le manteau glacé de Cérès était autrefois un océan souterrain aqueux. Il semble contenir jusqu'à 20% de carbone en masse dans sa surface proche. En effet, les composés riches en carbone sont intimement mélangés aux produits des interactions roche-eau, comme les argiles, et peuvent créer des conditions favorables à la chimie organique. C'est le plus grand astéroïde de la ceinture. Son diamètre moyen est de 525 km. Et sa masse est estimée à 9% de la masse de la ceinture principale. C'est le seul astéroïde qui peut être observé sans télescope ni jumelles, car il réfléchit 42% de la lumière solaire. L'orbite de Vesta traverse l'intérieur de la ceinture. Il se trouve dans la fente principale de Kirkwood. La période orbitale de l'astéroïde Vesta autour du Soleil est de 3,6 ans. Cet astéroïde a une asymétrie assez importante. Si sa forme était plus sphérique, alors Vesta pourrait être classée comme une planète naine. Contrairement à de nombreux autres astéroïdes, une histoire géologique complexe est visible ici. Le noyau est composé de nickel et de fer, tandis que le manteau est composé de roches. Au fil du temps, le noyau et le manteau ont fondu et cristallisé.
Ces phénomènes ont permis d'obtenir une grande quantité de minéraux. La distance actuelle entre l'astéroïde Vesta et le Soleil est de 2,2 unités astronomiques. La rotation de l'astéroïde autour de son axe est de 5,3 heures et l'axe est incliné de 29 degrés. Bien que les températures sur Vesta fluctuent au cours de l'année, le modèle prédit que la température annuelle moyenne près des pôles nord et sud de Vesta est inférieure à moins 128 degrés Celsius. Près de l'équateur de Vesta, cependant, la température annuelle moyenne est d'environ moins 123 degrés Celsius. On suppose qu'un bon nombre de petits objets entourant l'astéroïde sont des parties de Vesta qui se sont rompues à la suite d'une collision avec d'autres objets. Cet astéroïde a un énorme cratère près de son pôle sud. Il s'est formé lors d'une collision qui a créé toute une famille d'astéroïdes se déplaçant à proximité de lui. Pallas a été le deuxième objet découvert dans la ceinture d'astéroïdes. Il représente 7% de la masse de la ceinture principale avec un diamètre estimé à 513 km. Sur le plan de la taille comme de la masse, Pallas se classe troisième parmi les objets de la ceinture principale, juste derrière Cérès et Vesta. En 2016, Pallas était considéré comme un candidat au titre de planète naine, mais vu sa forme qui est trop différente de la forme sphérique, les astronomes le considèrent sans équivoque comme un astéroïde. Pallas se déplace sur une orbite elliptique autour du Soleil. La distance entre ces deux corps n'est donc pas constante. La distance minimale entre cet astéroïde et le Soleil est de 2,1 unités astronomiques, alors que la distance maximale est de 3,4 unités astronomiques. En outre, la révolution de Pallas autour du Soleil dure 4,6 années terrestres. L'orbite a une grande inclinaison par rapport au plan de l'écliptique, qui est de 34,8 degrés. Pour les gros astéroïdes, cette inclinaison est inférieure à 10 degrés. L'astéroïde tourne également sur son propre axe, faisant une révolution toutes les 7,8 heures. La vitesse moyenne de Pallas sur son orbite est de 17,6 km par seconde. Il existe une résonance 1:1 entre Pallas et la planète naine Cérès. Cela signifie que leur période de révolution autour du Soleil coïncide. L'albédo de Pallas, c'est-à-dire la proportion de lumière réfléchie, est de 15%. Une telle réflectivité ainsi que sa grande taille font de Pallas l'un des objets les plus brillants de la ceinture d'astéroïdes, mais il ne peut pas être vu à l'œil nu. Selon son spectre, Pallas appartient aux astéroïdes de groupe carboné ou groupe C. Cela signifie que Pallas est dominé par les silicates anhydres, les sulfures et les magnétites. Il contient également des polymères. Les astéroïdes de cette classe ont un spectre bleuâtre et ils n'absorbent presque pas la lumière dont la longueur d'onde est inférieure à 500 nanomètres. Il existe toute une famille de Pallas, c'est-à-dire de groupes d'astéroïdes, qui sont probablement des fragments formés lors de la collision de Pallas avec un autre corps céleste. Tous les astéroïdes de cette famille appartiennent à la même classe et leurs orbites se distinguent par une forte inclinaison. Mais aucun de ces astéroïdes n'est une lune de Pallas. On sait peu de choses sur le relief de Pallas aujourd'hui, puisqu'il n'est étudié qu'à l'aide de télescopes. Près de l'équateur se trouve un cratère qui s'est formé il y a plus de 1,7 milliard d'années lors d'une collision avec une météorite d'un diamètre de 40 km. En raison de la forte inclinaison de l'orbite, supérieure à 34 degrés, Pallas est très difficile à explorer à l'aide d'engins spatiaux. Cependant, en 2024, le lancement de la mission Psyche est prévu, au sein de laquelle un vol auxiliaire de la sonde Athéna vers Pallas est possible. C'est le quatrième plus gros astéroïde, avec un diamètre estimé à 434 km et le 10e objet découvert dans la ceinture d'astéroïdes. Pendant longtemps, on a cru que Iji avait une forme irrégulière. Seules des observations en 2017 ont montré qu'en fait la forme de l'astéroïde est proche de sphérique. Cela signifie qu'un jour, Iji pourrait être reconnu comme une planète naine. Il représente 3% de la masse de l'ensemble de la ceinture. La température moyenne à la surface d'Iji est de moins 109 degrés Celsius.
C'est un astéroïde avec un albédo de 0,07, ainsi sa surface est très sombre, ne reflétant que 7% de la lumière du Soleil qui y tombe. L'obscurité de la surface d'Hygie est due au fait qu'elle appartient aux astéroïdes dits de classe C, dans lesquels le carbone prédomine. D'ailleurs, Hygie est le plus grand représentant de cette classe. La composition chimique de ces astéroïdes est proche de celle des météorites chondrites, qui tombent le plus souvent sur la Terre. On suppose également que le nuage protoplanétaire avait approximativement la même composition, à partir de laquelle les planètes du système solaire se sont formées il y a 4,5 milliards d'années. Hygie, comme les autres astéroïdes, a une orbite elliptique. La distance maximale entre cet astéroïde et le Soleil est de 3,5 unités astronomiques, alors que la distance minimale est de 2,77 unités astronomiques. Hygie met 5,5 ans pour accomplir une révolution autour du Soleil. L'orbite de l'astéroïde a une légère inclinaison par rapport au plan de l'écliptique, égale à seulement 3,8 degrés. Ce n'est qu'en 2018 que les scientifiques ont réussi à estimer la période de révolution d'Hygie autour de son propre axe. Elle est égale à 13,8 heures. Dans son cas, le sens de rotation n'a pas pu être déterminé de manière fiable. Les calculs montrent que l'orbite d'Hygie est instable. De ce fait, elle changera de manière chaotique en raison de l'effet de la gravité de Jupiter et de Saturne sur l'astéroïde. Il possède également sa propre famille d'astéroïdes, formée par la collision d'Hygie avec un autre objet céleste. Les simulations informatiques montrent que lors de cette collision, Hygie a été complètement détruit, mais au fil du temps, la plupart des fragments se sont reconnectés les uns aux autres sous l'influence de la gravité. Il n'est pas surprenant que les astéroïdes puissent entrer en collision avec la Terre, et si ce phénomène ne s'était pas produit très souvent dans le passé, nous n'existerions probablement pas aujourd'hui, parce que la majeure partie de l'eau de notre planète est arrivée grâce aux astéroïdes et aux comètes. Les planètes se forment à partir d'un grand disque de gaz et de poussière. Les régions internes de ce disque sont proches de l'étoile et sont généralement très chaudes. L'eau et d'autres substances volatiles s'en évaporent. Ainsi, le disque semble être sec à l'intérieur. Et c'est dans ces régions intérieures que se forment les planètes semblables à la Terre. Donc, par défaut, il devrait y avoir relativement peu d'eau. La même chose s'est produite avec notre Terre. L'eau ou la vapeur d'eau impliquée dans sa formation est lentement remontée à la surface au fil du temps à la suite du volcanisme. Mais ce n'était clairement pas suffisant. La plupart des astéroïdes se sont formés derrière la soi-disant ligne de glace. La ligne des glaces est une ligne isotherme qui représente la limite au-delà de laquelle il fait suffisamment froid pour que l'eau sous forme de glace fasse partie des corps célestes qui se forment à partir du disque protoplanétaire. Au niveau de notre système solaire, la ligne des glaces traverse la ceinture d'astéroïdes entre les orbites de Mars et de Jupiter. C'est pourquoi la plupart des astéroïdes contiennent beaucoup d'eau gelée. Ces astéroïdes sont souvent entrés en collision avec la Terre dans les temps géologiques anciens. C'est ainsi qu'une quantité importante d'eau est arrivée sur notre planète. Mais les astéroïdes pourraient apporter non seulement de l'eau, mais aussi quelque chose de plus. Certains scientifiques soupçonnent que peut-être les premières molécules complexes, les premiers éléments constitutifs de la vie, sont arrivés sur Terre, transportés par des astéroïdes. Et on pourrait même affirmer que les impacts d'astéroïdes, comme celui qui s'est produit il y a 66 millions d'années, éteignant notamment le règne des dinosaures non aviaires, ont stimulé l'évolution et l'ont forcé à prendre une nouvelle direction. Sans la collision qui a eu lieu il y a 66 millions d'années, les mammifères, et donc les humains, ne seraient certainement pas devenus la classe dominante sur cette planète. Par conséquent, il est juste de dire que les astéroïdes sont un facteur important en ce qui concerne l'émergence de la vie terrestre. La présence de cette ceinture d'astéroïdes dans le système solaire interne est étroitement associée à Jupiter. Cette géante gazeuse a grossi plus rapidement que toutes les autres planètes lors de sa formation et est finalement devenue la plus grande planète du système solaire.
En raison de sa grande taille, les perturbations gravitationnelles de Jupiter auraient pu empêcher la formation d'une planète dans son voisinage. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'autres grands corps célestes entre Mars et Jupiter, mais seulement des astéroïdes. Si Jupiter s'était formé plus loin du Soleil, la ceinture d'astéroïdes aurait été également plus éloignée, comme la ceinture de Kuiper, et les astéroïdes auraient eu peu de chances d'entrer en collision avec la Terre. Si Jupiter était plus proche du Soleil, la région aurait été plus chaude, et les astéroïdes ne contiendraient pas de glace. Un autre fait intéressant est le déplacement de Jupiter autour du Soleil. En fait, sa trajectoire de mouvement a constamment changé. Les astronomes appellent cette phase du développement du système solaire la migration planétaire. Quand Jupiter a migré, elle a légèrement touché la ceinture d'astéroïdes. Ainsi, beaucoup d'astéroïdes ont été expulsés du système solaire ou ont été détruits. Cet événement a son importance, puisqu'il signe le début du grand bombardement tardif. Sa durée estimée est de 50 à 150 millions d'années, centrée sur 3,9 milliards d'années. Le taux de bombardement est estimé à 20 000 fois celui actuellement observé sur Terre, ce qui correspond par exemple à un impact d'un objet de plus de 1 km tous les 20 ans, permettant un apport en eau. Ainsi, nous voyons que le système solaire avait besoin non seulement d'une grande planète qui se forme au bon endroit, au-delà des lignes de glace, mais aussi d'une planète susceptible de migrer dans le bon sens. Les astronomes ne connaissent pas encore suffisamment de détails des autres systèmes planétaires pour savoir si la situation y est similaire à la nôtre. Mais les données actuelles ne sont pas très encourageantes. Toutefois, les scientifiques ont la possibilité d'analyser les données disponibles et de découvrir combien de grandes exoplanètes se trouvent devant ou derrière leur ligne des glaces. Récemment, les recherches ont montré que la plupart des exoplanètes ne sont pas dans la position nécessaire pour créer la bonne ceinture d'astéroïdes. Mais l'importance des résultats de ces recherches ne doit pas être exagérée, puisque nous parlons de planètes proches de leur étoile qui ne sont donc pas faciles à détecter. Ce n'est que lorsque les astronomes découvriront beaucoup plus de planètes extrasolaires qu'il sera possible d'être plus affirmatif. Et là encore, se pose le problème de la migration. Il était déjà assez difficile d'établir la nature exacte de la migration dans notre système solaire. Cela est donc encore plus difficile à faire avec les systèmes planétaires extrasolaires. Pourtant, si l'on veut étudier la dynamique du mouvement des planètes avec suffisamment de précision, il faut se pencher sur la question. Il est très intéressant d'observer à quel point l'interaction des composants du système planétaire peut être complexe. Les petites roches, les particules de poussière interplanétaire, les comètes et tout le reste jouent également un rôle important. Tous les corps s'influencent les uns les autres et tous ont permis l'apparition de la vie sur notre planète. De nombreux cratères à la surface de la Lune, de Mercure et d'autres corps du système solaire servent souvent d'illustration du danger que les astéroïdes représentent pour la Terre. Rappelons néanmoins que ces cratères, en grande majorité, se sont formés pendant la période du bombardement tardif. À la surface de la Terre, grâce aux technologies modernes, dont l'analyse des images satellitaires, il est possible de détecter des traces de collision avec des astéroïdes qui appartiennent à des périodes bien plus tardives de l'évolution du système solaire. Le plus grand et le plus ancien cratère connu est le dôme de Vredefort, qui est situé en Afrique du Sud. Son diamètre est d'environ 250 km et son âge est estimé à 2 milliards d'années. Le cratère Chicxulub, sur la côte de la péninsule du Yucatan au Mexique, s'est formé après un impact d'astéroïdes il y a 66 millions d'années, équivalente à l'énergie d'une explosion de 100 tératonnes de TNT. Avec une période de forte activité volcanique, cet événement a signé la célèbre extinction des dinosaures non aviaires, provoquant tsunamis, tremblements de terre et changements climatiques dus à la couche de poussière formée dans l'atmosphère qui occultait le Soleil. L'un des plus récents cratères est le Météore cratère qui provient d'un gros astéroïde de fer de 30 à 50 mètres de diamètre qui a percuté le plateau du Colorado dans le nord de l'Arizona avec une masse de plusieurs centaines de milliers de tonnes il y a 49 000 ans.
Au total, il existe aujourd'hui environ 170 cratères d'impact formés par la chute de corps célestes. L'événement près de Tcheliabinsk, en Sibérie, a attiré la plus grande attention. Lorsque le 15 février 2013, un astéroïde est entré dans l'atmosphère dans cette zone, dont la taille était estimée à environ 17 mètres et la masse à 13 000 tonnes. Il a explosé dans les airs à une altitude de 20 km. Sa plus grande partie, pesant 600 kg, est tombée dans le lac Tchebarkoul. L'énergie de l'explosion a équivalu à 0,5 mégatonnes de TNT, ce qui correspond à 30 bombes larguées sur Hiroshima. L'astéroïde Tcheliabinsk est devenu l'événement le plus détaillé de cette ampleur après l'explosion de la météorite Tunguska le 30 juin 1908. Selon des estimations modernes, la chute des corps célestes comme Tcheliabinsk dans le monde se produit environ une fois tous les 100 ans. Quant à l'événement Tunguska, des arbres ont été brûlés sur une zone d'un diamètre de 50 km. De telles catastrophes se produisent environ une fois tous les 300 ans. Les astéroïdes peuvent constituer une menace pour la vie sur Terre, mais ils sont également une source précieuse de ressources pour fabriquer du carburant ou de l'eau afin de faciliter l'exploration de l'espace lointain. En outre, l'une des principales raisons de l'intérêt scientifique pour les astéroïdes est la possibilité d'avoir des vestiges relativement inchangés du processus de formation du système solaire d'il y a 4,6 milliards d'années.